Bienvenue sur Equity Conversation, le podcast qui donne la parole aux acteurs du M&A et du Private Equity. Aujourd'hui, on reçoit Julia Clavel, qui est directrice M&A du groupe Emeis, qui est anciennement le groupe Orpea. Elle a un parcours super intéressant où elle a travaillé en politique auprès du président de la République, elle a fait des cabinets ministériels et elle a rejoint en 2023 le groupe Orpea, qui est devenu Emeis, avec des enjeux importants, notamment d'un point de vue M&A. Et c'est ce qu'on va voir avec elle aujourd'hui. J'ai hâte de vous faire découvrir ce nouvel épisode. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, d'activer la cloche sur YouTube et de vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grandir ce podcast. À tout de suite pour le nouvel épisode avec Julia Clavel. Tu es aujourd'hui directrice M&A de Emeis et tu as un parcours particulier aussi puisque tu as été conseillère dans les ministères, notamment auprès du président de la République encore récemment. Deux vies parallèles, je devrais pas dire ça mais moi j'ai adoré l'exercice du pouvoir dans le cadre du Covid, c'est peut-être pas du tout politiquement correct, rien n'est aussi sûr que la démographie. Et là on est dans un petit trou. Ouais, t'es gentil quand tu dis petit trou. On a construit beaucoup de maisons de retraite, mais aujourd'hui elles sont pas toutes pleines. Mais il y a les fameux boomers qui vont bientôt se présenter à la porte. Quelle est la vision d'Emeis sur ce domaine très important d'accueillir des personnes qui sont dans le vieillissement ? Salut Julia. Bonjour Louis. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Equity Conversation. Merci beaucoup de me recevoir. T'as un profil super intéressant. T'es aujourd'hui directrice M&A de Emeis, qui est anciennement Orpea, et tu t'occupes en particulier d'un certain nombre de pays. Il y a l'Irlande, le UK et la Pologne. Tout à fait. Et tu as un parcours particulier aussi, puisque tu n'as pas fait que du M&A dans ta vie, peut-être heureusement. Tu as fait aussi pas mal de travail en politique, puisque tu as été conseillère dans les ministères et notamment auprès du président de la République encore récemment. Et je pense que ça, c'est intéressant de voir ces aspects de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots et te présenter ton parcours, comment tu es arrivé à la tête du département M&A de Emeis? Bien volontiers. Alors je vais essayer de la faire courte parce que j'ai un parcours un peu hybride, donc parfois ma manière de le raconter nous amène à dériver. En très court, moi j'ai fait des études déjà un peu au croisement entre les sujets politiques et économiques, parce que j'avais fait une licence de maths à Dauphine. Parce que Ah ouais, licence de maths. Quand on est en France et qu'on est bon en maths, on vous propose de faire des maths. Et moi, j'étais bonne en maths, donc j'ai fait des maths. Et ensuite, j'ai fait 3 masters, plus ou moins en simultané, parce que la France nous permet de faire du quinconce à Sciences Po en affaires publiques. Donc là, plutôt effectivement une dimension, on va dire, intérêt État, choses publiques. En management, grande école classique à l'ESCP. Et un double diplôme entre l'école normale supérieure et la Paris School of Economics en économie. Enfin, analyse des politiques économiques pour être tout à fait exact. Et à l'issue, j'ai eu la chance d'avoir un premier job pas commun, puisque j'ai fait pour la première fois du cabinet, à l'époque où le président de la République était ministre de l'économie, donc à Bercy. D'abord en tant que stagiaire, comme quoi il faut faire attention aux stages. Ça peut ensuite pousser des carrières. C'est ce que je dis à beaucoup de mes stagiaires. Mais c'est tout en leur disant qu'en poussant la porte ici, c'est peut-être le début d'une grande aventure. Ah, mais moi, ça a façonné donc, l'intégralité des 10 années qui ont suivi, parce que j'ai pris ce stage à Bercy, puis finalement ça s'est bien passé, je suis restée. Et je suis devenue conseillère jusqu'au départ. Tu as rencontré une personne qui avait de l'avenir. Exactement. Alors, en toute franchise, je mentirais en disant qu'en 2015, quand je rentre en stage, je me dis, mais bien sûr, ça s'inscrit dans un plan de carrière extrêmement cohérent. Il sera président de la République dans 2 ans. Et je m'inscris, non, pas vraiment, mais il n'en reste pas moins que ça vaut la peine du coup d'être attentif dans ces stages, parce que donc j'y suis restée jusqu'au départ du ministre pour faire campagne, même s'il ne le disait pas encore exactement comme ça à l'époque. J'ai travaillé, moi j'avais rejoint la Banque de France où j'avais eu le concours en parallèle, et en même temps j'ai fait la campagne sur les sujets programmatiques économiques. Et à l'issue, j'ai travaillé 2 ans et demi à l'Assemblée nationale. J'ai travaillé pour le président de groupe au moment de la création, avec un poste qui était lui aussi un peu hybride, puisqu'à la fois je m'occupais des commissions finances et économie, donc pour le travail législatif des députés, et en même temps je m'occupais de la structuration du groupe, puisque le temps a changé, mais en 2017 on avait eu une pléthore de députés à l'époque La République En Marche. Et primo-député. Exactement. Donc c'est un job éminemment politique, quoi, du coup. Tu mets le doigt sur le point difficile. Beaucoup de primo-députés, donc à la fois extrêmement intéressants parce qu'ils avaient des parcours très diversifiés et qui en même temps n'avaient pas forcément très bien les mécaniques en tête de l'exercice législatif. Donc il y avait cette dimension-là. Usages politiques. Et les usages politiques. Je trouve d'ailleurs qu'à l'époque, on avait été assez dur parce qu'on leur reprochait un peu ce pourquoi on les avait aussi élus. C'est qu'ils avaient cette dimension nouvelle, mais en tout cas, ça demandait un peu de travail pour les faire à la fois monter en compétence sur ces sujets, puis pour organiser la vie d'un groupe pléthorique. Et à l'issue, donc moi j'ai fait les 2 lois de finances, j'ai fait des lois transparence du public, enfin des choses que j'ai trouvées assez structurantes. Et une fois que le groupe roulait un peu entre guillemets,
je suis repartie prendre des fonctions dans le privé, parce que je suis une directrice de stratégie de Saint-Gobain. Ok. Stratégie M&A de Saint-Gobain. Qu'est-ce que ça veut dire, directrice de la stratégie Alors, tu as dit M&A, donc on comprend mieux. Alors, mais M&A, on comprend mieux. Stratégie, alors historiquement, j'adore, parce que chez Saint-Gobain, pendant très très longtemps, je crois, jusqu'à la personne avant moi, on appelait ça directeur du plan. Ok. Parce que d'ailleurs, ça c'est les anciens disent encore. Un vieux terme. Et puis André Chalandard disait encore à l'époque ma directrice du plan, ce que je trouvais assez super. Moi, j'adore ce côté URSS. En fait, c'est vraiment pour le coup un travail qui est, chez Saint-Gobain qui est double, donc à la fois de vraiment stratégie comme on entend dans toutes les boîtes, c'est-à-dire tu fais ton plan strat, tu fais tes analyses de marché, tu proposes, et puis aussi un peu un travail de directeur de cabinet de ton chef, puisqu'il n'y a pas de directeur de cabinet chez Saint-Gobain, ce qui est pas forcément classique dans des boîtes de cette taille, donc avec un peu cette dimension aussi où tu vas faire un peu tout ce qui est ad hoc et qui rentre pas forcément complètement dans d'autres cases. J'ai fait ça à nouveau pendant 2 ans, et puis j'ai été rappelée dans un cadre d'un job un peu particulier qui était ce qu'on appelle les conseillers partagés, job qui a été créé à la fin quand Édouard Philippe était Premier ministre, et puis qui a disparu avec... les autres Premiers ministres. Voilà, avec d'autres Premiers ministres. Non, ça a survécu jusqu'à Elisabeth Borne, Gabriel Attal, et puis ensuite ça a disparu. Et donc, c'est-à-dire qu'on avait... Moi, j'étais dans un poste... Donc ça, c'est ton retour en politique. Quand tu Exactement. dis je reviens en cabinet, c'est que tu conseilles à la fois le Premier ministre et le président. Et le président sur le même périmètre. Ouais. Exactement. Donc le même périmètre, deux arrêtés au journal officiel, 2 cabinets, et donc un peu 2 vies parallèles. Donc moi, je l'ai fait du coup sous... tout Jean Castex et pratiquement toute Elisabeth Borne. D'accord. Jusqu'à décembre 23. Et ton bureau était à l'Élysée ou à Matignon? Moi, je dis toujours en rigolant que... Tu croisais la Seine? Je dis toujours en rigolant que mes collants et mes chocolats étaient à Matignon. Ok. Mais on avait un bureau de passage à l'Élysée. Ok. Mais en fait, on était une dizaine de conseillers partagés. Et le format, c'est que selon ton portefeuille, tu passes plus ou moins de temps dans l'un ou dans l'autre. C'est-à-dire quand tu as des sujets très élyséens, je sais pas, l'attractivité... Par nature, il y a assez peu de lois, il y a assez peu de réglementaires. T'es plus à l'Élysée. Et moi, j'avais plutôt des sujets politiques publics. Okay. Donc, j'étais quand même plutôt, on va dire, 2 tiers à Matignon, 1 tiers à l'Élysée. Mais en réalité, ça dépendait des périodes. Quand t'avais des gros sujets Élysée, tu passais plus de temps à l'Élysée. Donc, effectivement, beaucoup de temps à passer la Seine. J'ai jamais autant fait de ma vie, je pense, cet aller-retour. Mais c'est bien, ça laissait aussi du temps pour réfléchir. Et donc, j'ai fait ça pendant, du coup, 3 ans et demi. Jusqu'à la toute fin d'Elisabeth Borne, enfin avant son départ, mais où j'ai estimé pour plein de raisons que j'avais fait mon temps dans ce format-là et qu'il était temps aussi moi de me renouveler un peu. Et je suis repartie dans le privé, donc dans cette entreprise que tu as citée, qui s'appelle aujourd'hui Emeis. Et un jour, j'espère qu'on arrêtera de dire anciennement Orpea, mais aujourd'hui, ça facilite quand même la conversation de dire ça. Donc anciennement Orpea, qui était ça permet aux gens de comprendre, parce qu'effectivement, je pense que Emeis, c'est encore un peu de travail pour rentrer dans la tête. C'est normal, et c'est normal. C'est normal. Je dis toujours, ça m'amuse beaucoup parce que j'ai eu travaillé avec ou pour des ministres, donc quand je disais le nom, parfois on me disait, ah bon, c'est qui? Pour l'instant, personne ne m'a jamais dit Orpea, c'est quoi? Donc, au moins, j'ai pas besoin de préciser. Et j'y occupe une position un peu là aussi multifactorielle, parce que je m'occupe donc du M&A, un peu le sujet qui va nous occuper aujourd'hui. Je m'occupe aussi de la stratégie. Je m'occupe également de l'innovation. Et par ailleurs, dans une autre partie de mes fonctions, j'ai des directions opérationnelles, donc de 3 pays que tu as mentionné, l'Irlande, la Pologne et le Royaume-Uni, mais qui sont un peu une fonction à part de ma fonction corporate. Ok. Tu as fait une période du coup en politique, notamment la dernière, où finalement on était en grosse période de crise Covid. Est-ce qu'aujourd'hui, d'abord comment ça s'est passé au sein du gouvernement, au sein du pouvoir, la gestion de cette crise, et en fait quels sont les assets que ça t'a donné à toi pour aller dans le privé et gérer d'autres types de sujets. Alors j'allais dire des sujets de crise, mais en tout cas des sujets importants qui nécessitent beaucoup de changements. Qu'est-ce que ça a apporté de vivre ça au cœur du pouvoir? Alors, tu as raison. Alors, certains diront que la politique est toujours en crise. Et c'est probablement un peu vrai. Moi, j'ai l'impression, peut-être que je suis biaisée, que j'ai connu une période particulièrement en crise, parce que du coup, j'ai fait tout le Covid. Et après, avec la visite à Borne, on a fait toutes les retraites. Moi, je m'occupais pas des retraites, mais tout l'exercice du coup du pouvoir était un peu biaisé par ces deux objets-là qui contraignaient quand même considérablement ce que tu peux faire d'autre, même si t'étais pas sur le sujet purement sanitaire ou purement... alors déjà, je devrais pas dire ça, mais moi j'ai adoré l'exercice du pouvoir dans le cadre du Covid. Vraiment, c'est peut-être pas du tout politiquement correct, mais parce que du coup, ça resserre vraiment
D'une part, ça met quand même un alignement. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai trouvé personnellement que dans la période Covid, dans l'intergouvernemental, dans les services, dans l'administration, il y avait quand même une capacité de la machine État de se mettre en ordre de marche. Et comme de serrer les rangs et de faire en sorte que les voix divergentes qu'on entend toujours quand tout va bien. Mais que d'un coup, et qui ont sûrement existé, mais qui en tout cas ont eu, dans cette période-là, ont été mises, chacun avait sûrement son opinion, mais ont été mises de côté. Et on a vraiment travaillé de concert pendant 2 ans. Après, on peut débattre de est-ce qu'on a fait les bons, les mauvais choix, ça c'est autre chose. Mais en tout cas, dans la méthode, j'ai trouvé ça extrêmement riche. Et par ailleurs, entièrement focalisé sur un but qui, pour le coup, était vraiment un but d'intérêt général. Enfin, donc ça, c'était passionnant. Et puis par ailleurs, parce que moi, j'ai trouvé qu'il a fallu développer collectivement une résilience. Parce que j'entendais beaucoup de théories du complot à l'époque. C'était marrant, de gens qui pensaient... je pense que les gens étaient beaucoup chez eux. Il y avait peut-être un peu trop de temps pour regarder Internet. Mais il y avait des trucs qui avaient été organisés par les États. J'avais entendu des trucs. Mais attention, 3 jours avant le Covid, il y avait un G7. Est-ce que c'est un hasard ? Oui. Et pour le coup, la nature même de la crise Covid, c'était différent les retraites. C'est que on vivait l'information au jour le jour. Enfin, c'est-à-dire que la réalité, c'est que l'information État, elle était un peu plus forte, évidemment, que l'information du tout public, mais le monde entier avait été surpris par ce sujet. Ouais. Donc, il fallait par nature arbitrer en permanence. C'est ça. En permanence, et parfois, il faut être honnête, avec une incertitude. Bah oui, parce que les décisions que tu prenais 15 jours avant, elles pouvaient être contredites 15 jours après par un fait qui nous tombait dessus et dont on n'avait pas connaissance. Ce qui, par ailleurs, politiquement, est assez difficile. Parce qu'on a quand même encore un rapport avec l'État. On en attend une forme d'omniscience. C'est-à-dire qu'on a du mal à entendre aujourd'hui encore de l'État et sa public. Ah bah oui, je me suis trompée, j'avais cette info, elle n'était pas juste. Enfin, c'est déjà difficile, je pense, dans le milieu entreprise, mais c'est encore plus difficile dans l'État. Donc ça nous a appris cette espèce de résilience permanente et de capacité à décider, ce qui, quand tu es par ailleurs à Matignon, qui est censé être un peu le lieu de la décision, mais qui vont parfois, selon les premiers ministres, selon les plus ou moins, mais extrêmement forte et d'une forme de négociation permanente. C'est là où en fait le politique est devenu très entrepreneurial parce que finalement... Force des choses. Ouais, c'est prendre son risque parce que on sent aussi le politique. Alors, on n'est pas là pour parler de politique, mais c'est vrai que t'as le politique qui va toujours mettre des réserves, prendre le moindre risque. Sauf que là, en fait, c'était plus compliqué parce qu'il fallait trancher sur des incertitudes et c'est un peu ce que font les entrepreneurs quand ils prennent leurs risques en prenant des choix tous les jours, quoi. Tu as parfaitement raison, mais c'est vrai que dans l'État, c'est pas classique. Ouais. Et c'est pas comme ça que la machine étatique est construite habituellement. C'est quand même une machine qui est faite pour réduire le risque et qui là du coup a dû apprendre à vivre avec. Et je pense que ça laissera des choses utiles à cet égard. Et par ailleurs, je rajoute un point qui fera écho peut-être avec les sujets qu'on aura sur la MNS, c'est que on s'est retrouvé à devoir avoir affaire à nos parties prenantes, qui est à nouveau pas un mot classique pour l'État ou pour l'administration, en permanence. C'est-à-dire que d'un coup, il fallait perpétuellement discuter avec les partis politiques, les syndicats, les entreprises, pas à ton rythme, pas quand tu décides de consulter, mais de manière continue. Ouais. Et ça, c'était aussi assez nouveau dans la période. Ok. Et du coup, pourquoi tu décides à un moment de... Alors, j'ai compris, et ce que tu disais, c'est que tu avais probablement fait un cycle dans le milieu politique, mais comment, toi, tu te dis, bon, je vais aller gérer maintenant et prendre la tête d'un département M&A, d'un grand groupe ? Comment ça se passe ? Et aussi, pourquoi eux se disent, bah, en fait, on a besoin de Julia, on regarde son background politique pour prendre la tête de notre département M&A. C'est quoi les enjeux et la feuille de mission qui t'est donnée quand tu Pour la rentres chez première Emeis ? partie, je peux te répondre. Pour la deuxième, je m'avancerai peut-être un peu en répondant pour eux, mais... On saura plus tard. Non, mais pour être très honnête, pour moi, donc, d'une part, pour répondre pour l'entreprise, parce que c'est vrai que c'est un peu un choix particulier. À ce moment-là, l'actionnariat était déjà en train de changer, donc il y avait beaucoup de choses qui avaient évolué. Je suis pas arrivée dans le dur de la crise, mais c'est quand même un peu spécial. Moi, je cherchais un entreprise et un job qui réunissait plusieurs critères. D'une part, après 3 ans et demi de cabinet, et comme tu le mentionnais à juste titre, avec un rythme de crise relativement important, je cherchais quelque chose dans lequel, je devrais peut-être formuler de manière plus neutre, mais je risquais pas de m'ennuyer. Enfin, moi, j'avais vraiment la crainte de me retrouver dans quelque chose de très policé, lisse, exactement, et de m'ennuyer parce que c'est pas ma nature et que par ailleurs, j'avais été aussi bercée par ces enjeux pendant 3 ans et demi et que je me voyais pas d'un coup faire de la gestion, entre guillemets. Je cherchais par ailleurs une position, un job qui me permettrait de, capitaliser un peu sur ce que je savais déjà faire, mais aussi d'apprendre de nouveaux skills, pardon pour l'anglicisme,
Et enfin, je voulais dans le privé, j'avais pas de doute là-dessus, mais je cherchais quand même plutôt une entreprise, si possible, qui ait une forme d'intérêt général. Alors d'intérêt général, le mot est un peu galvaudé, mais enfin tu vois, on l'utilise dans un peu toutes les sauces, mais dans lequel je venais quand même du public, j'avais quand même fait longtemps en politique, c'était une dimension importante pour moi. Et donc il fallait pour moi que je trouve une entreprise dont je saurais me raconter l'histoire, c'est-à-dire pourquoi je fais ce choix-là, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre. Et donc bizarrement à cet égard, Emeis, qui à l'époque était effectivement encore Orpea, remplissait un peu toutes ces cases, vu le degré de crise. La probabilité de s'ennuyer était quand même assez faible. Je te confirme, je me suis jamais ennuyée. Par ailleurs, c'est une entreprise qui crée aussi plein d'opportunités, parce que dans la crise, que ce soit en politique ou dans les entreprises, c'est là aussi qu'il y a le plus de choses qu'on peut faire. C'est là qu'on peut faire bouger les lignes le plus facilement possible. Ouais. Le plus transformant. Donc de ce point de vue-là, c'est dur, mais c'est aussi très excitant. Et par ailleurs, la nature même le médico-social, crée cette dimension intérêt général, l'enjeu sociétal, collectif, exactement, sociétal, c'est tout à fait le bon terme, qui moi me parlait. Sur le M&A en particulier, donc moi je voulais un peu de dimension opérationnelle parce que c'était l'optique de quand je voulais me rapprocher, donc ça je l'ai couvert avec les autres pays. Sur le M&A, d'une part j'avais quand même une expérience M&A dans le passé parce que je l'avais fait chez Saint-Gobain, même si comme comme on va peut-être en parler, c'est pas tout le même, c'est quand même pas le même exercice chez Saint-Gobain ou chez Emeis, à la fois parce que c'est pas le même secteur et parce que c'est pas la même boîte. Ni les mêmes enjeux. Exactement. Puis pas la même signature, pas le même... donc c'est pas non plus exactement pareil, même si évidemment tu as les fondamentaux communs, mais la politique, à certains égards, je trouve, est assez nourricière pour le M&A. C'est-à-dire que tu apprends quand même dans la politique, tu fais beaucoup de négociations. Okay. Pardon, mais en fait, les ressorts des négociations, c'est un peu les mêmes partout. Que tu négocies en politique ou en d'entreprise, c'est des humains, ils ont les mêmes, en général, les mêmes lignes de force. C'est quand même des métiers un peu à pression, le M&A, plus ou moins dans les contextes, mais en tout cas chez Emeis, ça l'est particulièrement au regard des enjeux comme tu l'as mentionné. Comme je te le disais au début, j'ai fait des maths, j'ai fait une école de commerce, donc la partie financière, je l'avais un peu aussi. Et en même temps, c'est un métier que j'avais exercé pas suffisamment longtemps pour avoir l'impression d'en avoir tiré tous les tenants et les aboutissants. Donc j'avais cette dimension apprentissage. Donc à la fois, c'était pas vraiment une évidence, mais quand on s'arrête 2 secondes, pour moi, c'était assez logique. Ok. Et donc, tu arrives à un moment charnière pour Orpea à l'époque qui change de nom Emeis. Il y a un apurement de la dette, l'entrée de la CDC et de nouveaux actionnaires. Et il y a un grand plan M&A qui est mis en place. Il consiste en quoi, en fait, exactement, ce plan M&A pour Orpea ? Alors, pour être très honnête, on a quand même plutôt une politique de cession. Ok. On a une politique donc de vous cession. êtes dans une situation où la feuille de route, c'est on va se séparer d'un certain nombre d'actifs. Alors, sachant que nous, notre feuille de route de cession, elle est un peu en 2 parties. Il y a une partie purement immobilière, puisque donc historiquement, on est très détenteur de notre immobilier. C'est un point qu'on pourra évoquer aussi, puisque il y a un aspect très fortement immobilier dans votre business model. Dans votre business model et puis du coup dans les opérations M&A que vous faites. Ouais. Complètement, chez nous, mais d'ailleurs chez les autres acteurs aussi, chez les autres gros acteurs. Historiquement, c'est des groupes qui se sont développés avec une très forte composante immobilière. Est-ce que c'est un élément indispensable dans le business model des maisons de retraite, des établissements de santé comme vous avez c'est absolument nécessaire ? Oui et non. Pardon, réponse de Normand, mais je vais m'expliquer. Oui et non, en fait, la question, et je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue, mais en tout cas, nous, on s'est forgé une opinion là-dessus, c'est le niveau de détention. C'est-à-dire que quand tu as tout ton immobilier, d'une part, ça te fait en général des niveaux de dette et de levier énormes, parce que c'est quand même globalement financé par de la dette en général, ce qui fait que les acteurs, que ce soit Emeis ou d'autres, ont en général des problématiques d'endettement assez élevées. Deuxièmement, ça t'oblige quand même à avoir un investissement capitalistique assez fort, puisque tu es obligé de faire des capex régulièrement, notamment dans un secteur qui est très réglementé. Ouais. Donc tu as des capex de régulation, entre guillemets, très réguliers, à chaque fois qu'on décide qu'il faut faire 1 mètre carré de plus par chambre, que le système incendie bouge, etc. Donc c'est aussi très... Qu'est-ce que ça signifie exactement pour ceux qui nous écoutent, les capex régulation ? Pardon, c'est vrai que je précise pas. Donc comme nous, on est dans des secteurs réglementés, que ce soit donc, sur le volet maison de retraite ou sur le volet clinique, on est par nature très soumis à la régulation par l'État. Je te prends un exemple, donc maison de retraite, qui pourtant est un peu moins régulée que l'aspect clinique qui est santé. L'État va dire, ou les ARS vont dire, voilà, on a révisé les plans, et aujourd'hui, je caricature un peu le propos, j'espère qu'on m'en tiendra par rigueur, mais c'est pour voir l'intention, on a regardé, et en fait, les chambres, on estimait avant qu'elles devaient faire X mètres carrés, et avoir tel type d'accès,
Et en fait, après, au travail, on sort un nouvel arrêté et on décide que les chambres, elles doivent faire X mètres carrés plus 2 et avoir un accès de tel type. Un accès PMR, et Par exemple. le toilette, il doit faire 8 mètres carrés, et ce au jour-là, moins, etc. T'as un temps, évidemment, pour t'adapter, mais t'as pas le choix de t'adapter. Mais tes locaux, ils sont pas non plus ultra extensibles. T'as tes Et ça t'oblige à repenser complètement. Donc, quand tu es propriétaire, par nature, tous ces capex, ils sont à faire par toi. Exactement. Et donc, c'est très consommateur de cash. Enfin, et c'est sur quelque chose sur lequel tu as par ailleurs parfois peu de contrôle, puisque ça peut faire ça. Je parle pas après, évidemment, des capex de rénovation, les capex classiques que dès que t'es détenteur, mais c'est quand même particulier dans ce secteur. Et puis, par ailleurs, on l'a montré, du coup, l'attractivité de ton entreprise et la valeur qu'on lui accorde devient très corrélée à ton immobilier. Puisque du coup, c'est ton asset principal. Et donc, on l'a bien vu, quand il y a eu la hausse des taux, c'est ce qui a mis aussi tous ces opérateurs dans des situations difficiles. Parce que tout d'un coup, toute leur capitalisation était sur cet immobilier. Mm-hmm. Et qui a été dévalué dans ce contexte-là, avec le double effet hausse du coût de financement, baisse de la valeur immobilière. Et c'est ce qui a fait très mal tous les Clariane, etc. Donc, il y a quand même des désavantages à être propriétaire. Il y a évidemment des inconvénients, il y a évidemment des avantages. D'une part, parce que du coup, tu ne payes pas de loyer, de manière assez évidente. Tu rembourses un crédit, mais tu ne payes pas de loyer. Tu rembourses un crédit, mais c'est pas exactement le même, ça impacte moins ton opération. Enfin, en tout cas, tu peux plus facilement être flexible. Et tu t'appuies sur un bien qui t'appartiendra. Ouais. Et puis tu massifies, tu as la valeur, tu peux faire de la marge évidemment immobilière sur ton bien, et puis tu es par ailleurs beaucoup plus flexible. Si tu veux innover, si tu veux repenser ton bien, si tu veux... nous, on a plein d'idées sur ce que devrait être la maison de retraite de demain. Quand tu es propriétaire, c'est beaucoup plus facile de l'implémenter que quand il faut à chaque fois négocier avec un bailleur. Donc la question pour moi, c'est pas tellement... est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il faut pas être, c'est quel est le bon niveau de détention. Okay. Et nous là-dessus on est convaincus que le bon niveau de détention il est plus bas que celui qui était le nôtre historiquement, il n'est pas à 0 pour autant, et la question aussi c'est quels assets tu veux détenir. Okay. Et chez nous là aussi on a plutôt la conviction que l'important c'est aussi de détenir les assets qui sont tes flagships et qui sont particuliers parce que tu aurais du mal à y avoir accès autrement qu'en étant propriétaire. Concrètement, je prends un exemple, il y a certains bâtiments dans lesquels on est propriétaire dans Paris, qui sont des maisons de retraite par exemple, sur lesquelles si demain on devait être locataire, ce serait extrêmement difficile d'avoir accès à ces biens-là, okay. Et on serait extrêmement soumis aux propriétaires. Quand tu es dans des endroits où il y a beaucoup plus d'espace, où il y a beaucoup plus de possibilités de faire, où la maison est beaucoup plus standard, parce que dans Paris c'est très compliqué par ailleurs d'avoir les bons standards dans un immeuble parisien. Quand tu construis de zéro, je vais parler de ce que je connais, dans la banlieue irlandaise, où il y a beaucoup d'espace et où ça a été construit from scratch, le bâtiment il est classique, que ce soit le tien ou pas le tien, ça change pas grand chose dans ton opération. Donc il faut aussi pondérer en fonction de quelle valeur ça va. De la rareté et de la valeur ça va avoir pour toi. Ouais. Ok. Et donc ce grand plan M&A consiste essentiellement à vous départir d'un certain nombre d'actifs. Pardon, tu as raison, j'ai complètement dérivé de ta question. C'est moi qui est venu sur l'immobilier. Non, voilà. Donc il y a deux sujets. Donc la partie immobilière, donc effectivement, où là on ne cède pas l'opérationnel, on cède juste, on fait du sell and lease, on appelle du sell and lease back. Ah ouais, donc il y a des situations dans lesquelles en fait vous gardez l'activité. Tout à fait. Donc ça reste une maison de retraite Orpea par exemple, Orpea Emeis par exemple. En revanche, vous cédez l'immobilier. C'est même une majorité. Ok. Donc c'est essentiellement nos opérations de cession. Ok. Donc c'est vraiment tout écrit. On appelle ça du sell and lease back, c'est-à-dire que tu vends et en même temps que tu négocies ta vente, tu négocies tes baux, qui sont en général sur des durées très longues. Et donc toi, ça ne change rien à ton activité opérationnelle. Simplement, au lieu d'avoir des loyers fictifs, tu payes un loyer à un bailleur et le gros de la discussion, c'est ce qui va aussi déterminer la valeur, c'est le loyer soutenable, enfin le taux d'effort soutenable. Exactement. Qui permet à la fois de payer bien sûr ton investisseur et en même temps de sauvegarder la pérennité et la rentabilité de tes opérations. Ça c'est une grosse partie de notre plan de cession. Et donc là-dedans, vos résidents ne voient même pas passer l'opération. Non. Là c'est d'ailleurs aussi l'avantage, c'est que normalement c'est $1 pour l'opérationnel, qui bien sûr est informé parce que tu changes malgré tout, mais globalement c'est censé être tout à fait transparent. Et puis il y a une autre partie qui est plutôt celle qui m'occupe moins de cession, là opérationnelle, dans laquelle on vend les deux, c'est-à-dire et l'opérationnel et les murs. D'accord. On appelle et l'opco et la propco. Et ça répond à une autre logique, c'est-à-dire que globalement, ces plans de cession, ils ont 3 visées, si je suis très honnête. Un recentrage stratégique, c'est-à-dire que
historiquement, c'est un groupe Emeis, mais à nouveau, comme beaucoup des opérateurs, qui s'est développé à un rythme un peu effréné dans une logique de volume. C'est-à-dire, en fait, le nombre de lits. C'était un peu le KPI principal. Parce que c'est ce qui vous permet d'atteindre la rentabilité ? Vous voulez faire de la masse ? Moi, c'est pas ma vision. Ok. Et c'est pas celle de la gouvernance actuelle, mais c'était clairement celle de l'ancienne. Ok. Et qui se voyait un peu comme un espèce de consolidateur à l'international. D'accord. Et qui donc, je te prends un exemple, en Chine, on a 2 maisons de retraite. Ok. À Dubaï, il y en avait une. Okay. Donc, tu vois, qui avait vraiment une logique très opportunistique. Et très internationale. Très internationale. D'aller mettre un drapeau un peu partout. Exactement. En disant, ce sera ma base, je tente un peu partout, ce sera ma base de lancement. Okay. Alors, parfois, ça a fonctionné. Parfois, ça n'a pas fonctionné. Et par ailleurs, ça crée aussi des complexités de gestion. Parce que c'est vrai qu'opérer en Chine pour 2 ou 3 assets, c'est quand même assez complexe. Donc, il y avait quand même une volonté de l'actuel, du management actuel et puis de la gouvernance, de la nouvelle actionnaire, de se recentrer sur l'Europe. Ok. Donc ça, c'est vraiment une dimension stratégique qui conduit encore à pas mal d'opérations de cession, ce coup-ci, et opérationnelles et immobilières. Et puis il y a une logique, on va pas se raconter d'histoire, de désendettement et de cash. Globalement, même si l'arrivée de la nouvelle actionnariat a permis d'avoir de grosses avancées sur l'endettement, on a quand même encore des sujets de leverage. Et donc il y a une partie de nos cessions qui ont vocation aussi à désendetter le groupe. D'accord. Qu'est-ce que vous regardez en particulier dans un process M&A d'une activité comme une maison de retraite par exemple ? Quels sont les éléments importants qu'un acquéreur va regarder quand il va acheter une maison de retraite ? Alors, il faut savoir que dans les maisons de retraite, historiquement, c'est pas toujours vrai, mais enfin, globalement, c'est vrai. Quand c'est bien géré, il y a une séparation entre l'opco et la propco, donc l'opérationnel et l'immobilier. Et tu vas pas regarder les mêmes choses. Et d'ailleurs, beaucoup d'acteurs vont pas être les mêmes pour acheter l'un et l'autre. Souvent, la partie propco va être achetée par des opérationnels ou des fonds, alors que l'opco va tendance à être beaucoup plus acquis par des opérateurs. Donc l'opco, pour ceux qui nous écoutent, c'est la maison de retraite, son activité. L'opérationnel, c'est-à-dire que c'est, quelque part, si ça devait être, pour donner une analogie, ce serait le fonds de commerce. Exactement. Que tu vas céder d'un côté et le propco de l'autre. Bon, il y a quelques acteurs qui rachètent les deux en même temps, mais c'est quand même assez rare. Sur l'opérationnel, ce que tu vas regarder, ça va être beaucoup ce qu'on appelle le TO, que les gens qui travaillent dans l'hôtellerie connaissent bien aussi. Le taux d'occupation. Exactement. Avec 2 types de TO. Le TO théorique, qui est le nombre de lits que tu auras d'opérer, qui est un très mauvais indicateur, parce que le nombre de lits que tu as le droit d'opérer ne veut pas dire que tu les opères, même si en théorie tu devrais. Et puis le TO réel, qui est en réalité du coup l'occupation de tes chambres, que ce soit sur une clinique ou sur une maison de retraite. Donc il va te permettre de te dire, et en gros on part du principe que, c'est un peu caricatural, mais 90% c'est ok, au-dessus c'est hyper positif sur ta rentabilité. D'accord. En dessous, ça peut être problématique. C'est ton but. 90%, c'est ton but. C'est-à-dire qu'en gros, il y a 90% des lits de la maison de retraite en question qui est occupée. Exactement. Alors, on sort un peu du process M&A, mais c'est vrai que ça me... alors moi, personnellement, je l'ai vécu pour mes grands-parents, et je pense que beaucoup on peut vivre cette situation à un moment quand on est dans la dépendance des personnes qui nous sont chères, et on cherche des maisons de retraite. Et c'est vrai que il n'y a pas toujours des places, c'est difficilement accessible, ça coûte, mais c'est étonnant d'entendre que toutes les places ne sont pas occupées. En fait, on est dans un moment un peu bizarre, c'est-à-dire que je fais un tout petit pas de côté sur la démographie, mais parce que c'est un peu aussi le cœur du sujet. C'est différent sur les cliniques, parce que là, c'est d'autres facteurs, mais sur les maisons de retraite, et c'est assez rigolo parce que moi, je le vois aussi de mon œil anciennement État, qui ne s'occupait pas de tous ces sujets-là, mais on est assez mal préparé, c'est-à-dire que rien n'est aussi sûr que la démographie. On peut se tromper sur plein de choses, mais ça, on est assez au clair. Et là, on est dans un petit trou, c'est-à-dire que... Ouais, t'es gentil quand tu dis petit trou. Non, dans l'autre sens, en fait. En fait, il y a ce qu'on appelle ce qui est communément appelé le mur du vieillissement. Exact. C'est-à-dire que là, on arrive à entre guillemets, pardon, ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais à la fin de la génération qui en est pas, qui est celle de la guerre, en gros. Et qui du coup est plutôt une génération réduite en nombre de personnes, d'une part parce que c'est une génération qui vit moins vieille que les suivantes, et d'autre part qui avait été quand même assez fortement marquée par la Seconde Guerre mondiale, donc par nature. Donc aujourd'hui, il y a un petit trou dans le fait qu'on a construit beaucoup de maisons de retraite, mais aujourd'hui, elles sont pas toutes pleines. Mais il y a les fameux boomers qui vont bientôt se présenter à la porte. Sauf que à partir de 27, 28, 29, vont arriver dans ces stades-là de dépendance tous les baby boomers, qui eux par contre sont une cohorte
pléthorique. Et à ce moment-là, par contre, on ne sait pas complètement encore aujourd'hui accueillir en nombre de places cette population. Donc les opérateurs comme nous sont dans une position un peu bizarre où aujourd'hui, pour un temps assez court en fait, pour 1 ou 2 ans, ça va être difficile de remplir. Il y a plus d'offres que de demandes. Ouais. Et ensuite, on va arriver en 28, on va dire, je vais dire 28, 27, 28, dans une situation où la machine va s'inverser, ce qui est, bon, pour nous, plutôt positif, mais qui est, et là je change un peu ma casquette, mais sociétalement un peu inquiétant parce qu'on a un souci de... Oui, en politique publique, il va falloir... On ne sait pas comment on va prendre en charge une partie de ces gens, faute de place. Sachant que par ailleurs, donc nous, là, comme on a cette période de creux, on ne construit plus parce qu'on ne peut pas se permettre de... Voilà, et qu'on a par ailleurs pas beaucoup d'incitation à le faire côté État. Et côté État, il y a évidemment une partie de l'offre qui est publique, mais ils ne sont pas vraiment dans une situation dépensière en ce moment. Donc il y a un peu un déni quand même sur ces sujets qu'il faudra gérer le moment venu. Quoi. Donc ça c'était sur le taux d'occupation. Voilà. C'était sur le taux d'occupation. Modulo environ 90% quand on est très bien. Et on comprend que potentiellement ça risque de monter très fort dans les prochaines années. Tout à fait. Tu as aussi ce qu'on appelle ton turnover, enfin je vais l'appeler comme ça, ton churn, c'est-à-dire la régularité avec laquelle tes patients ou tes résidents changent, évoluent. Ce qui est toujours un indicateur important parce que ça te dit aussi toujours sur la qualité des soins. Carrément. Enfin tu vois, si quand tu vois dans une maison de retraite qu'il y a un super taux d'occupation mais qu'en fait les gens changent tous les 3 mois. C'est qu'il y a un problème forcément. Il y a une forme d'alerte. Ce qui va être très important chez nous aussi, parce que nous, on a quand même faut savoir qu'il y a beaucoup de coûts fixes dans un établissement de santé, parce qu'évidemment l'immobilier, et puis par ailleurs, parce qu'on est très très dépendant du personnel, qui à la fois est clé en fait dans un établissement, c'est-à-dire que la qualité d'un établissement, c'est pas son immobilier, c'est la qualité de son personnel. C'est les personnes qui vont prendre soin des résidents. Ouais. Et tu peux avoir des établissements immobiliers magnifiques où tout est merveilleux, mais en fait l'établissement ne marche pas. Et à l'inverse, des établissements franchement très basiques où tu te dis, mais où en fait c'est le personnel qui fait entièrement la différence. Et par ailleurs, parce que c'est une part très 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 large de nos coûts fixes. On peut débattre si c'est un coût fixe ou un coût variable, mais enfin moi je considère plutôt que c'est un coût fixe très élevé. Et donc là aussi, c'est ce qu'on appelle ton taux d'encadrement. D'accord. Il va être extrêmement important comme indicateur parce qu'à la fois, il faut qu'il soit suffisamment élevé pour t'assurer la bonne qualité des soins. Comme c'est énorme dans tes dépenses, il ne faut pas qu'il soit trop élevé non plus parce que sinon, ça impacte très fortement ta rentabilité. Et par ailleurs, il ne faut pas regarder que le taux, il faut regarder son évolution. C'est-à-dire que si tu as, pareil, un turnover très important dans ton personnel, c'est très dommageable à ta qualité de soins. Parce qu'en fait, à chaque fois, les gens reviennent, ils redécouvrent, tes patients, c'est très compliqué. Et par ailleurs, c'est très coûteux pour l'établissement. Donc, dans ta top line, ton premier sujet, c'est ton taux d'occupation. Il faut faire attention au chiffre d'affaires, c'est un peu un faux ami dans le secteur, en tout cas médico-social. C'est-à-dire qu'en fait, ton chiffre d'affaires, il t'apprend pas grand-chose, que tu peux avoir un chiffre d'affaires très élevé, parce que ta place est très bien payée ou est très coûteuse. Mais des coûts fixes monstrueux. Énormes, notamment si tu as des problèmes de turnover et que tu as beaucoup recours à des agences, d'intérim, etc. C'est tout de suite très coûteux. Et ton taux d'encadrement, pour le coup, il est clé. Ok, donc c'est ça que regarde en priorité. T'ouvres la page, c'est le truc que tu regardes. Et c'est ça qui va faire aussi le prix de cession qui va être payé au moment de l'acquisition. Qui va t'emmener du coup à ton EBITDA. Nous on parle on parle beaucoup en manuel d'EBITDA. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre l'EBITDA et l'EBITDAR ? Les loyers. Ok. Ton EBITDA, c'est ton EBITDA avant loyer. Ok. Before rents. Qui est assez central parce qu'en fait il faut pas, en tout cas moi je trouve que pour déterminer un établissement a de la valeur, il faut pas être biaisé par la dimension mode de détention. D'accord. En fait, le fait que et c'était d'ailleurs un des sujets CMI, c'est que tout le monde parlait un peu de manière parfois je trouve confusante en EBITDA, mais ce qui donne l'impression qu'il y avait des différences d'EBITDA énormes, alors qu'en fait c'est juste qu'il y en avait qui étaient détenteurs de l'immobilier et d'autres non. Ouais. Donc on parle plutôt en termes d'EBITDAR. Ok. Même si bien sûr à la fin, ce que tu regardes aussi, c'est ton cash flow. Ouais, d'où l'importance de l'immobilier dans votre business, comme on le disait tout à l'heure. Ok, super intéressant. D'un point de vue opérationnel, quand vous faites un deal, alors on en parlait tout à l'heure, mais c'est effectivement un deal M&A classique avec des cessions de titres, des garanties d'actifs et de passifs. Mais dans votre domaine, quels sont les éléments clés qu'on va retrouver dans une garantie d'actifs et de passifs qu'on ne retrouverait pas peut-être ailleurs, ou quels sont les éléments sur lesquels on va être particulièrement insistant dans le cadre de ces opérations ? Ce que je vais te dire spontanément de ce qui différencie, je comprends ta question, c'est ce qui différencie dans ce secteur. Ouais.
tu vas avoir les mêmes problématiques que partout. Ça reste, il y a un deal M&A, il y a une structure fondamentale qui est la même. Complètement. Ça, il n'y a pas de débat, mais il va y avoir 2 objets qui vont être quand même très importants dans le cadre d'un deal M&A. La réglementation. Ouais. C'est-à-dire que dans la réglementation au sens large et à plusieurs égards. C'est-à-dire que chaque pays a une réglementation différente. Elles sont plus ou moins favorables. Ok. Et elles te laissent plus ou moins d'espace. Je te prends un exemple. En France, il y a une partie qui était financée par l'autorité publique, qui est la partie qu'on appelle soins. C'est-à-dire que tout ce qui normalement a trait aux soins, tu ne peux pas faire de bénéfice dessus. Ok. Tu prends ce que te donne l'État, qui est calibré par plein de raisons que j'épargne. Par contre, tu es libre, pas complètement, mais enfin tu es relativement libre, sur la partie hôtelière. Ok. C'est-à-dire, tu peux fixer librement ton prix en fonction de la qualité de l'immobilier, de la chambre, des services que tu proposes, etc. Donc tu as quand même une certaine liberté dans ce que tu peux faire ou pas, au moins sur cette partie-là. Donc vous êtes sûr que sur les soins, de toute manière, vous n'allez jamais dépasser une certaine enveloppe, mais c'est sur oui, alors sur les soins, hôtelière. on peut avoir d'autres problèmes. Enfin, là, actuellement, un des problèmes du secteur, c'est que l'enveloppe de soins n'a pas suivi l'inflation. D'accord. Donc vous êtes un peu en stressful. Donc on est un peu déficitaire en fait sur la partie soins. Et comme tu n'as pas le droit de tarifer toi-même cette personne-là, bah, si l'État te donne 5% et l'inflation est à 8%, bah, il y a 3% qui sont pour toi. Ok. Mais bon, globalement, oui, tu as raison, dans les grandes masses, c'est tout à fait ça. Par contre, sur l'hôtellerie, bah, si tu décides de te positionner en haut de gamme, bah, tu peux jouer sur cet élément-là pour ta rentabilité. Tu as des pays, l'Irlande par exemple, où tu ne peux jouer sur aucun des deux. C'est-à-dire que les deux sont réglementés. Okay. Et donc là, tu es dans des business cases qui sont beaucoup plus contraints, parce ouais. que tu es vraiment à la main. C'est un peu plus figé, ouais. De l'autorité publique, et si demain, ils décident de pas te payer, payer moins ou de réduire, bah, tu n'as pas de possibilité. Donc, d'une part, tu as la réglementation globale qui va être extrêmement clé, et on le voit notamment quand on discute avec des fonds d'investissement. Eux, ils regardent vraiment avec une lentille géographique extrêmement forte. Et au sein de ça, il va y avoir de la qualité de tes autorisations. C'est-à-dire qu'évidemment, pour opérer, il te faut des autorisations, que ce soit en clinique ou en maison de retraite. Ces autorisations, elles peuvent être très spécifiques, elles peuvent être par spécialité, etc. Et ça, elles sont renouvelables tous les X, donc ça va être un objet que tu vas auditer dans ta due deal. Ouais, donc vous êtes, y a des alors j'allais dire des enquêtes, non, des audits qui sont réalisés au sein de vos établissements, et il y a des rapports qui sont rendus. Bien sûr, et puis moi, quand par exemple, quand mes bidders éventuels, ils vont faire une due deal, ils vont aussi faire une due deal sur la qualité de mon portefeuille d'autorisation. Ok. Et une autorisation qui se renouvelle dans 1 an ou dans 5 ans, bah, elle n'a pas la même valeur. Ok. Par nature, dans le deal. Et puis la relation, ça c'est clé avec l'autorité publique. C'est-à-dire qu'il y a des pays dans lesquels on est implanté depuis très longtemps. On a des managements qui ont une relation de confiance, d'habitude, de travail très forte avec le régulateur. Et ça, c'est pas tangible, c'est-à-dire que tu peux pas tu mets pas un prix à la fin. Non. Mais ça joue énormément sur la valeur de l'asset pour les bidders, parce que c'est tellement réglementé, c'est tellement proche. Et à l'inverse, quand tu as des difficultés, et c'était un des sujets des Miss historiques, parce qu'on a eu la crise qu'on a eue, bah, ta crédibilité est remise en question, et ça joue beaucoup dans l'attractivité de tes assets. Le deuxième sujet qui est quand même assez spécifique au secteur, c'est la dimension soins. Alors évidemment, ça paraît évident, mais ça se traduit par plein de choses, et notamment, par exemple, dans les cliniques, ta capacité d'attractivité des médecins et la qualité de ton parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans un monde de pénurie, surtout sur les sujets soignants, non soignants aussi, cela dit, mais en particulier soignants. Donc, si tu as la capacité de recruter facilement exactement, et que des tu bonnes personnes, etc. Presque quelque part, là aussi, toi aussi, un portefeuille de soignants de qualité, que tu as depuis longtemps, qui est ancienneté, etc., ça va jouer énormément. Et ça fait l'objet d'une due diligence presque à part, en plus, évidemment, des classiques. Ah, d'accord, super intéressant. Mais clairement, c'est effectivement ce que tu disais par rapport à vos coûts fixes, un élément important, puisque effectivement, si vous avez systématiquement besoin d'intérimaires pour pallier le manque de personnel, ça a un coût supplémentaire, et par ailleurs, ça dégrade un peu votre qualité de soins. Ok, super intéressant. Et donc là-dessus, du coup, les audits sont très fortement poussés. Comment ça se matérialise? Comment ils vont aller voir justement ces éléments pour vérifier que vous avez du coup la capacité d'avoir du personnel? Vous mettez en place, vous, je sais pas, des formations au sein de votre Bien sûr. de votre DMEIS? Bien sûr. D'une part, on va le bidder, on va lui mettre à disposition dans la data room le portefeuille d'autorisation, l'historique de nos rapports, les audits publics, etc. On va faire des management presentations et des expert sessions spécifiques sur ces problématiques. Parfois, on va même leur permettre d'échanger avec le régulateur
quand on arrive à des stades très avancés, parce que sinon on ne veut pas le rendre public évidemment, mais pour leur permettre d'avoir cette discussion tripartite, nous, le bideur, le régulateur, puisque le régulateur... Quand tu dis le bideur, encore une fois, pour ceux qui nous écoutent, pour les personnes qui vont faire l'acheteur une offre, potentiel pour acheter l'actif. Sachant que dans des opérations de cession, il faut réussir, et c'est assez intéressant, parce que le régulateur va être une partie prenante à part entière. C'est-à-dire que dans certains pays, il a même son mot à dire, dans d'autres, il ne l'a pas. Mais pour la pérennité de l'activité et puis pour l'intérêt du futur acheteur, tu as intérêt à embarquer aussi le régulateur avec toi dans ton opération de cession. Parce que si lui, il le regarde d'un œil négatif, ça peut mettre en péril toute ton opération. Donc le régulateur est vraiment un personnage à part entière dans tes opérations, ce qui est, par exemple, pas du tout ce que j'avais vécu chez Saint-Gobain. Oui, t'as une situation, en fait, c'est là où c'est intéressant, et ton profil là-dedans doit probablement répondre à un certain nombre de questions, puisque finalement c'est très politique. C'est pas dans un deal M&A où t'as un acquéreur, un vendeur qui se rencontrent et où ensemble décident de faire l'opération. Là, vous avez vraiment beaucoup de poloches à faire et un peu d'aller présenter les uns les autres et de faire de la politique autour de l'opération. Après, quand il pense, c'est plutôt rassurant à certains égards, parce que je trouve ça aussi normal, même si parfois c'est contraignant dans ma position, mais que l'État ou les démembrements de l'État s'intéressent à qui va opérer demain complètement, ouais. Sur un secteur aussi sensible et où ton quotidien est fait de personnes vulnérables. Mais ça rajoute une petite pièce dans l'échiquier un peu supplémentaire par rapport à des opérations plus classiques où effectivement t'es 2 et pas 2,5, quoi. Ouais, parce qu'il y avait il y a une loi la loi bien vieillir qui a fait que effectivement il y avait la possibilité pour le régulateur de donner son avis sur l'opération. Alors c'est pas exactement donner son avis, mais de toutes les manières, même dans les pays où il n'y a pas de loi, de fait, nécessairement il faut les mettre dans la boucle. C'est compliqué si tu le fais pas. Tu vois, quand bien même, ne serait-ce parce que le jour où il va falloir renouveler les autorisations, et ça arrive régulièrement, si l'opérateur il est pas à l'aise avec la personne avec qui tu l'as donné, tu mets en péril la capacité de le faire. Et au-delà même de l'opération M&A, c'est ce que je disais sur le côté intérêt général, on est une entreprise aussi, et c'est vraiment l'intention du nouveau management et de la gouvernance qui essaie de veiller aussi, même dans ces opérations de cession, à garantir la qualité du soin qui va... Oui, il ne s'agit pas de se départir des actifs. Exactement. Et de vous dire, maintenant c'est plus nous, vous débrouillez, quoi. Exactement, donc on va aussi choisir des acheteurs potentiels, au regard de cette problématique, et il y en a qu'on a éliminés parce que leur historique, leur connaissance des sujets nous laisse à penser qu'ils ne sont pas forcément les mieux armés parfois pour le faire, et puis aussi de s'assurer qu'on les met dans les meilleures conditions pour opérer ensuite. Tu le disais tout à l'heure en introduction, et ça faisait partie des motifs pour lesquels tu avais décidé de rejoindre Emeis, c'est que c'est une activité qui est singulière chez Emeis, puisqu'il y a un enjeu sociétal très important. Il s'agit de prendre soin souvent de personnes âgées, des personnes qui sont chères auprès de chacun des Français. Je pense qu'il n'y a pas un Français qui n'est pas concerné par le bien vieillir finalement. Donc c'est des éléments importants. C'est une entreprise qui a vécu une crise majeure récemment. Et j'ai vu que très récemment, vous aviez adopté la forme juridique d'entreprise à mission. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu me dises un peu quelle est la vision d'Emeis justement sur ce domaine très important qui est son activité d'accueillir des personnes qui sont dans le vieillissement. Nous, pour le coup, tu as raison, et c'est bien vu, parce qu'on est devenu effectivement société à mission assez récemment. C'est l'objet d'un long travail, je tiens à le préciser, parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire en soi. C'est pas compliqué, une société à mission. D'un point de vue pratique, c'est quasiment une déclaration, mais nous, ça nous a pris... tu modifies les statuts, exactement. Tu mets en place un organe interne pour suivre ça, et tu fais un dépôt au greffe. Tu peux le faire en 3 mois, je pense. Ouais, tu vois, peux le faire assez vite. On le fait pour beaucoup de nos clients. C'est vrai que c'est pas très compliqué, mais justement, c'est ma question, c'est que quelle est la vision qu'il y a derrière, et qu'est-ce que vous allez porter en tant qu'entreprise qui quand même a une importance majeure dans notre société. Tu as raison, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a pris 3 ans pour le faire, parce qu'on voulait construire nous-mêmes, mais avec nos salariés et nos actionnaires, tout ce qu'on mettait derrière cette idée de société à mission, et que le fait de devenir société à mission couronne ce travail, mais que ce soit pas l'inverse, qu'on rebaisse société à mission, puis on verra après ce qu'on en fait. La vérité, c'est que des 3 dernières années, et je le dis d'autant plus facilement qu'il faut rendre à César ce qui est à César, moi je suis arrivée à un moment encore compliqué
enfin quand même beaucoup plus apaisée par rapport à l'équipe qui est arrivée en juillet 22 et pour qui j'ai un respect infini, qui j'espère qu'il racontera un jour ses mémoires parce que ça mérite probablement d'être compté. Mais on a quand même passé 3 ans là aussi à remettre à plat les fondamentaux. Enfin, c'est-à-dire s'assurer que à la fois évidemment, d'abord, dans les établissements, on avait donné tous les moyens à tout le monde de faire leur travail correctement, et ça passe beaucoup d'ailleurs par des politiques RH, de formation. Et puis ensuite, dans l'entreprise en elle-même, que les process étaient calés, qu'ils étaient justes, qu'ils étaient réorganisés, on avait quand même beaucoup de chemin de ce point de vue-là. Mais pour aller un peu au-delà de ça, on a quand même, le management actuel a quand même une vision assez forte sur le besoin de transformation du secteur. C'est-à-dire que, et je sépare, il faudrait séparer un peu clinique et maison de retraite à cet égard, mais on est quand même dans un moment qui est assez clé, c'est-à-dire que on va arriver dans une situation, c'est ce qu'on mentionnait plus tôt, dans laquelle il va y avoir une vague extrêmement forte de dépendance. Par ailleurs, cette dépendance, elle évolue, c'est-à-dire que historiquement, c'était souvent une dépendance plutôt de nature physique. Aujourd'hui, c'est de plus en plus ce qu'on appelle les troubles neurocognitifs. Oui. Donc ça appelle aussi à des mondes très différents. Très forte, ouais. Le modèle ancien de la maison de retraite, on voit bien qu'il est plus attractif aujourd'hui. Et pourtant, on peut pas vivre, on sait pas faire sans. Et on voit bien d'ailleurs que le domicile, c'est très compliqué. Donc il faut réinventer ce modèle pour à la fois répondre aux nouvelles contraintes, c'est-à-dire que c'est pas les mêmes types de populations, qu'elles n'arrivent pas au même âge, parce que la moyenne d'âge est beaucoup plus élevée qu'avant pour les maisons de retraite. Donc c'est aussi des personnes qui ont des handicaps beaucoup plus forts au moment où ils arrivent, que c'est des handicaps différents, et qui en même temps soit pas un lieu où tu vas parce que t'es contraint. Évidemment que tu vas parce que t'es contraint, mais qu'il soit aussi un lieu de vie. Oui, un vrai lieu. Mais concrètement, comment ça peut se transformer ? Parce qu'il y a cette vision, mais dans vos établissements, ça se transforme comment véritablement ? Et c'est tout ce sur quoi on travaille là. Alors, je veux pas révéler non plus ce qui m'appartient pas de révéler, mais on te réinvitera pour le prochain. Sur un modèle appelé la maison de vie des aînés. Qui t'oblige à repenser, et c'est ça qui est très difficile, mais qui est aussi passionnant, en jouant avec ces deux contraintes, c'est-à-dire qu'à la fois tu as une dimension médicalisée, parce que par nature les gens arrivent dans la situation, et en même temps il faut absolument que cet établissement il soit beaucoup plus ouvert vers l'extérieur, et beaucoup plus centré sur la personne. C'est-à-dire qu'on avait quand même historiquement une impression de maison de retraite qui était un truc un peu, je dis pas on éméis, mais je veux dire la société, un truc un peu industrialisé, tu vois, c'est-à-dire un peu one size fit all, et en fait c'est pas ce qu'attendent les baby-boomers qui ont vécu dans un autre monde. Et donc, tout le travail aussi, c'est comment tu adaptes à la fois la partie soins elle-même, pour avoir un projet de soins individualisé pour chacun, mais aussi le fait que, même si tu n'es plus chez toi, il faut que tu puisses continuer à disposer de cette liberté de faire ce dont tu as envie à la carte, et pas forcément... Tu vois, c'est pas à l'hôpital, quoi. C'est exactement ce que tu nous dis, c'est les deux jambes, le volet soins et le volet hôtelier, para-hôtelier, qui fait que votre activité, c'est les deux, et il faut que ça soit attractif. Exactement, et donc il y a tout un travail là-dessus, et historiquement, leader du secteur, même si effectivement ça a été un peu dur les dernières années, mais on estime, et puis par ailleurs, on a un actionnaire maintenant de long terme, qui est très investi sur ces sujets, donc on est plutôt bien armé pour porter ces points-là. Et l'autre point sur lequel on est très actif et on croit beaucoup, c'est que on est convaincu que pour prendre soin des personnes vulnérables qui sont dans nos établissements, il faut prendre soin aussi de notre personnel. Et donc on a une politique RH extrêmement forte, et je trouve pour le coup assez innovante, qui a vocation justement à faire qu'en fait on ne saura être bon dans ce qu'on fait que si les gens qui travaillent dans nos établissements sont les plus à l'aise et les mieux armés pour le faire. Et donc ça implique qu'on a un DG qui défend une vision sociétale un peu plus large, qui est par exemple d'accompagner les soignants au-delà de leur vie d'entreprise. C'est-à-dire, je prends un exemple marginal, mais si demain tu as un souci, par exemple tu es une femme, on a beaucoup de femmes, c'est beaucoup de femmes quand même les soignants dans nos établissements, très majoritairement des femmes, et pour des raisons par exemple de violence conjugale, tu as besoin de trouver un endroit où dormir, Emeis te trouve un logement d'urgence pendant 15 jours si tu appelles avant 18h. J'espère que c'est bien 18h, sinon ma DRH va être très déçue de moi. Mais, et donc, on essaie de penser une politique d'entreprise qui va au-delà de l'entreprise et qui prend une dimension, une responsabilité élargie. D'accord. Au-delà du pur, du pur entreprise, pour prendre en considération les soignants dans leur humanité au global. Et on est assez convaincus que si on a des soignants dont on prend soin, ils prendront soin à la fin des patients. Ok, donc beaucoup d'enjeux, et on comprend l'importance du coup de l'engagement que tu as dans
dans cette belle entreprise. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire, pour revenir un peu plus personnellement sur toi, ce que tu as fait et dans ton parcours, j'ai vu que tu étais membre du board d'une ONG qui vise à promouvoir du coup les femmes au sein des grandes entreprises. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi cet engagement Moi j'ai toujours été, on a tous nos engagements, j'imagine plus ou moins. Moi j'ai toujours été très engagée sur les sujets d'égalité hommes-femmes et plutôt sur les sujets d'égalité hommes-femmes dans la sphère professionnelle, parce qu'en fait je pense que c'est des dynamiques très différentes selon les thématiques et que celle-là c'est celle que moi je connais le mieux. Je tiens à dire que moi j'ai eu de la chance, pour l'instant je trouve que j'ai toujours été dans des positions où on m'a permis d'évoluer. T'as pas eu de la chance. Ça dépend comment tu le vois, mais tu t'es engagé à fond dans un super stage et puis tu t'es engagé à fond partout où t'es passé. Je fais pas de fausse humilité, mais j'ai jamais l'impression d'avoir subi, si tu veux. Ouais. Mais j'ai été aussi par contre dans des environnements très masculins. D'accord. J'ai fait des maths dans une classe où on était 2 filles pour beaucoup d'hommes. J'ai fait ensuite de la politique, qui est quand même un milieu très masculin. Ensuite j'ai fait une entreprise qui était des matériaux de construction. Ouais. Donc il y a plein de choses qui ont progressé. Enfin, je veux dire, faut pas du tout. Moi, je pense qu'il faut être très heureux de vivre en France et se rappeler tous les jours que c'est quand même merveilleux, à plein d'égards, d'être en France et en particulier d'être une femme en France. Mais il y a quand même encore beaucoup d'inégalités à cet égard. C'est pas des inégalités formelles, puisque maintenant, formellement, on est tous égaux, il n'y a pas de débat là-dessus, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour permettre aux femmes d'avoir des carrières, si elles le souhaitent, qui sont à la hauteur de leurs attentes et de leurs capacités. Et j'ai eu la chance là-dessus de faire pas mal de rencontres sur ces sujets-là, dont du coup Marlène Schiappa, qui est là pour le coup présidente de cette association, qui fait plein de choses, et je ne vais pas vous raconter tout le détail là, mais qui a fait notamment un travail, parce que c'est assez marrant quand tu parles à des chasseurs ou quand tu parles à des membres du CAC 40, on t'entend toujours un peu la même chose, qui est de dire on aimerait avoir des femmes DG ou PDG, mais on a du mal à les trouver. Mmh. Moi je trouve toujours un peu un mythe, parce que t'arrives pas à les trouver parce que tu les cherches pas vraiment, elles sont pas si bien cachées. Et donc pour prendre un peu ce truc-là au mot, là, le premier élément, on va dire très visuel. Après il y a plein d'autres choses dans Active, dans l'association, dans du mentorat, etc. Mais ça a été de faire une liste, ce qu'on appelle le Next Woman 40. Exact. Avec 40 femmes qu'on estime, au regard de plein de critères que d'ailleurs parfois les hommes ne satisfont pas eux-mêmes, mais avoir eu un gros PNL, avoir travaillé à l'étranger, avoir qui seraient aujourd'hui en capacité de remplacer des DG ou des PG du CAC 40 pour prendre un peu le truc à contre-pied et dire mais attendez, vous les trouvez pas, nous on vous en propose 40. Et bien d'autres probablement. Et il y aura peut-être d'autres des listes. Peut-être qu'il y aura une Next Woman SBF 120. Super. Écoute, on arrive au bout du temps qui nous est imparti. On voit que tu as plein de défis et de challenges devant toi, à la fois sur tes engagements pro et puis sur tes engagements perso, là, comme on vient de le voir. Je te souhaite beaucoup de chance pour tout ça. Et puis encore merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Et puis voilà, un grand merci à toi. Merci à toi Louis, et merci beaucoup de m'avoir donné l'opportunité d'évoquer ces beaux sujets. Super, à très vite. À très vite. Salut.